Vous avez sans doute entendu cette expression qu'il faut choisir entre la fin du mois et la fin du monde. Aujourd'hui, je reçois Santiago qui a créé le salon Change Now, qui a lieu fin janvier, et qui est un salon autour du développement durable et des sociétés à impact. Et justement, on va se questionner pour savoir si en 2020, on a toujours besoin de choisir ou si, à l'inverse, on peut avoir les deux. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Santiago. Bonjour. On va parler aujourd'hui de travail, mais pas seulement de travail, on va parler de travail responsable. En fait, beaucoup de personnes, j'ai l'association, ont envie d'avoir du sens dans leur travail, se posent cette question-là, et dans le même temps se disent oui, mais quand même, à la fin du mois, il faut que je paye mes factures, il faut que je paye à manger pour mon enfant, il faut que j'ai des loisirs. Et en fait, ils ont l'impression d'être pris entre les deux, de devoir choisir entre les deux. Et donc, toi, tu as créé, cofondé un salon qui s'appelle Change Now, qui a lieu fin janvier. Et justement, vous essayez de montrer qu'on peut avoir les deux en même temps. Donc, j'aimerais que peut-être la première question, c'est en partant peut-être de ton histoire à toi, parce que finalement, toi-même, tu as fait ce chemin-là aussi. Ouais. Comment on peut... Est-ce que ce mythe... Non, disons mythe, c'est déjà un petit peu... Est-ce que ce que je raconte, c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité encore aujourd'hui ? Si je reformule un tout petit peu, en fait, l'idée, c'est de savoir si aujourd'hui, c'est un mythe de devoir faire forcément un sacrifice ou pas, d'allier en fait sens et en fait fin du monde et fin du mois, comme disait. Exactement. Est-ce qu'on doit faire le choix en fait ? Moi, de ce que je vois, et là au quotidien, c'est vraiment que de moins en moins, on a besoin de faire ce choix, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui aujourd'hui développent des entreprises qui ont de l'impact sont des nouveaux profils. C'est-à-dire qu'avant, c'était souvent des... enfin, j'en ai pas beaucoup connu avant. Mais aujourd'hui, en tout cas, beaucoup des personnes qui créent des entreprises comme ça sont des personnes avec un caractère très entrepreneurial, qui ont eu on va dire un passé ou une formation dans le commerce, dans l'ingénierie. Donc, il y a des personnes très carrées avec un vrai background professionnel. Et donc, qui partent d'emblée dans la création d'entreprises avec un business model, avec une vraie vision de comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait grandir des équipes, comment est-ce qu'on les paye, etc. Donc là, aujourd'hui, les entreprises, de plus en plus, même des startups à impact, permettent justement d'allier la fin du mois avec le côté enjeu. Voilà. Ça, c'est une partie. Et après, l'autre partie, c'est aussi que les entreprises sont obligées de changer. De plus en plus de grandes entreprises sont confrontées aujourd'hui au fait de devoir recruter des personnes. Et les jeunes, aujourd'hui, veulent clairement avoir cette notion de sens imbriquée dans ce qu'ils font. Donc, forcément, ça bouge dans les deux sens. Et pour moi, il y a une vraie tendance. Donc, Voilà, je ne saurais pas dire si c'est encore un mythe, mais en tout cas, il y a une vraie évolution. Mais est-ce que, parce que bien sûr, enfin pas tous lu, mais en tout cas, on est nombreux à avoir lu cette étude qui montre que les étudiants de Polytechnique ou d'HEC ne veulent plus aller dans des entreprises qui n'ont pas d'impact. Et en même temps, j'ai la sensation que beaucoup des grandes entreprises font encore beaucoup de greenwashing, ou en tout cas, alors soit elles replantent des arbres tout en continuant à faire leur business as usual, soit elles externalisent leur impact, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont aller investir dans une ONG qui n'a strictement rien à voir avec leur business en se disant, oui, effectivement, notre business, il n'est pas très propre, mais bon, nous, vous voyez, on investit dans une association, mais bon, qui n'a pas d'impact. Ils essayent de repousser finalement le moment où ils vont devoir modifier la manière dont ils travaillent. Donc, est-ce que... Donc, toi, tu as parlé de deux typologies d'entreprises, des startups qui sont des startups à impact et qui ont, et on va y revenir sans doute, une manière d'envisager le business qui est un petit peu différente, je crois, d'une ancienne manière, très 20e siècle, en fait, j'ai envie de dire. Donc, il y a celle-là, mais il y a aussi ces grandes entreprises. Est-ce que tu n'as pas la sensation que les grandes entreprises, elles sont encore, pour beaucoup, et si tu as des exemples, contre-exemples, c'est intéressant, dans ce modèle où globalement, c'est pas du greenwashing, mais on en est quand même pas très loin, quoi. En fait, les entreprises sont en train de se transformer. La transformation ne veut pas dire forcément que du jour au lendemain, les choses changent. Ouais. Et donc, il y a un poids de la traîne historique, de l'activité historique de beaucoup d'acteurs.
Ça, c'est quelque chose de très clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a encore parfois ce malaise par rapport à certaines entreprises. Nous, celles qu'on rencontre et celles avec lesquelles on travaille, les personnes qui sont en train de porter ces sujets-là au sein de l'entreprise sont des convaincus, des personnes vraiment qui essayent de faire bouger les lignes et qui tirent le changement, mais le changement met du temps. Voilà. Donc ça, c'est le constat que moi je fais d'expérience. Après, bien sûr, il y a encore des mauvais élèves et il y en a d'autres qui sont... ça va prendre du temps. Exactement. Tu as des exemples d'entreprises, justement, de grandes entreprises qui vont dans le bon sens pour toi ? Que tu vois, qui interviennent peut-être à la conférence ou je sais pas ? Bien sûr. En fait, nous, ce qu'on regarde avant tout, c'est lesquels sont en train de développer des nouveaux business models. C'est là où on met la barrière du greenwashing. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans le discours, mais qu'on ne fait pas forcément grand-chose, si ce n'est parfois de la compensation, comme tu disais, là, en effet, on est dans l'action, dans le côté côté greenwashing. Lorsqu'on se pose vraiment la question de comment est-ce que je peux réinventer mon business pour vraiment finalement allier impact et pérennité de mon entreprise, là on est dans le juste. Pour donner des exemples très concrets, je dirais que après il y a des acteurs on dirait où c'est très simple parce que c'est vraiment inscrit dans leur cœur de métier. C'est par exemple les Veolia, les Suez qui sont dans tout ce qui est gestion des déchets, de l'eau, donc ils sont obligés de le faire avec cet aspect-là. Après, on a aussi, par exemple, Adidas, qui sera à l'événement également, qui, lui, depuis quelques années, s'est mis à travailler avec une ONG qui s'appelle Parler, et qui est en train vraiment de revoir comment est-ce qu'on peut utiliser du plastique pour, en fait, faire des chaussures, faire des habits, etc. Donc, voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Utiliser des déchets pour... C'est ça. Alors là, Parler, notamment, c'est vraiment une ONG qui récupère le plastique des océans. D'accord. Et avec ça, ils ont fait, il y a 2 ans, ils ont lancé leur Parley Shoes. D'accord. Et ce qui est aussi à noter, c'est que cette Parley Shoes a été la chaussure qui est partie le plus vite dans l'histoire d'Adidas, en fait. Ils ont vendu leurs millions de paires de chaussures hyper vite. D'accord. Voilà, donc ce qui montre que parfois, il y a aussi un alignement entre comment les entreprises vont aller chercher, récupérer de la matière quelque part, la recycler, et les attentes du consommateur. D'accord. Et pour les startups, alors du coup, il y a des startups qui existent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces startups, elles ont une réalité financière ou est-ce que c'est des bouts de ficelle ? J'exagère un petit peu, je grossis le trait évidemment, mais je le fais exprès. Des bouts de ficelle et c'est des startups qui finalement ne permettent pas d'avoir des rémunérations, comparables. Décentes, comparables, peu importe. Mais, dans tous les cas, il y a une réalité financière. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que voilà, une start-up, que ce soit dans l'impact ou pas, a à peu près, je crois que c'est 9 chances sur 10 de mourir, d'échouer. Voilà. Et ça va se retrouver en fait dans n'importe quel type de création d'entreprise, y compris dans l'impact. En revanche, pour les autres, il y a aussi une partie qui réussit. Et cette partie-là, elle repose sur un modèle économique viable. Et aujourd'hui, nous, on le voit au fur et à mesure, en effet, les salaires sont... alors, je ne peux pas dire comparables, mais sont pas trop éloignés, ou en tout cas sont tout à fait suffisants et cohérents. Voilà, et nous, c'est quelque chose vraiment auquel on tient. À Change Now, par exemple, on s'est dit, nous, dès le début, ce qu'on voulait en fait refléter, c'était aussi être un peu l'emblème de tout ce secteur et montrer que le secteur était en train de changer et nous-mêmes montrer que le business pouvait avoir un impact positif. C'est pour ça qu'on s'est constitué en entreprise. Et pareil, on s'est dit, on niveau de notre politique RH, on veut pouvoir donner des salaires décents à ceux qui travaillent avec nous. Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des personnes qualifiées. Moi, je trouve que notre équipe, c'est que des rockstars et il fallait les trouver, il fallait les fidéliser. Donc voilà, ça, on n'arrive à le faire qu'en alliant aujourd'hui justement des salaires corrects avec cette quête de sens qui soit en plus, très authentique. Ça, c'est important. Il ne faut pas faire du faux sens dans son job. Mais lorsqu'on est aligné avec les deux, c'est là où on arrive justement à attirer les bons talents, à leur proposer des perspectives. C'est-à-dire que là, on parle avec certains de qu'est-ce qu'on peut faire après en évolution de carrière, etc. Au sein de la start-up. Donc voilà, pour moi, c'est une réalité au sein de notre entreprise. Et on a la chance d'organiser, peut-être qu'on y reviendra après, un salon de recrutement dédié à l'impact. Et là, les entreprises qu'on voit, pour certaines, en effet, sont clairement dans ces plans de recrutement assez massifs, soit parce qu'ils ont un business model viable, soit parce qu'elles ont levé des fonds, plusieurs millions, qui leur permettent de dire, OK, là, on accélère et on recrute massivement.
Et vous, il me semble, pour avoir regardé le programme, vous avez des entreprises qui viennent d'un peu partout. Est-ce que tu penses qu'en France, on est en avance, en retard, dans la bonne lignée des entreprises, des startups à impact? Là, ça va être le moment cocorico un peu. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus que l'écosystème français a une vraie carte à jouer au niveau mondial maintenant. Et on est dans le peloton de tête. Maintenant, à nous de voir comment est-ce qu'on renforce encore ça. C'est-à-dire que ma vision, c'est de dire, aujourd'hui, on a investi énormément dans les startups tech. Ce qui est très bien, il y avait sûrement besoin de le faire. Ça, on l'enlève pas. Mais d'un côté, on ne peut pas attendre, on ne peut pas espérer que la France devienne numéro 1 des écosystèmes tech dans le monde. En revanche, dans l'impact, je suis sûr qu'on peut y arriver. On a vraiment les éléments pour le faire parce qu'on a l'écosystème, on a beaucoup de startups, mais beaucoup quand même dans le domaine. On a les géants du secteur, c'est-à-dire que voilà, comme je disais, les grandes entreprises du recyclage, des déchets, etc. sont françaises aussi, donc ça contribue à ça. Il y a aussi beaucoup de choses de l'économie du partage qui est installée ici. Et après, tout simplement, j'allais dire, il y a dans l'imaginaire collectif cette notion-là aussi. Et même d'un point de vue international, on nous attend là-dessus. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est vue comme peut-être l'un des pays qui peut porter cette transition de manière, on va dire, crédible, parce que les accords de Paris s'appellent accords de Paris, par exemple, parce que d'un point de vue international, la France représente encore ce côté révolutionnaire, l'esprit des Lumières. Et là, on nous attend justement. Aujourd'hui, la question, elle est vraiment de cet ordre-là. C'est de réinventer le monde. Et je pense que voilà, de la France est déjà venue à un certain moment ou un certain nombre de fois, peut-être, cette réinvention. Et on nous attend encore là-dessus. Ok. Et donc, ce que tu me dis, c'est bon. Alors évidemment, il y a les Veolia et autres, donc sont les grosses entreprises françaises qui effectivement font du recyclage. Quand tu parles des grandes startups, tu penses à qui en France? Est-ce que c'est Yuka? Yuka, c'est un exemple, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Je sais qu'elle intervient, donc c'est pour ça que je fais référence. mais à qui tu penses en particulier? Donc Yuka, c'est un bon exemple. Et pour le coup, là encore, c'est vraiment dans l'ordre de la start-up qui est très jeune, qui se développe très très bien, mais très jeune. Je pensais par exemple à des Phoenix, Jean Moreau de Phoenix, qui a levé beaucoup d'argent sur un modèle qui commence vraiment à faire ses preuves et donc il recrute et grandit bien. Ça fait quoi cette boîte? Moi, je la connais pas. Phoenix, en fait, il récupère les non vendus alimentaires, les invendus alimentaires, voilà, c'est ça le terme, pour ensuite les distribuer auprès d'associations. D'accord. Voilà. Donc il y a un business model qui s'est mis en place autour de ça. Donc ça permet de distribuer des millions de repas tout en ayant un modèle financier pérenne. Viable. D'accord. Exactement. Donc il y a celle-ci. Après, je dirais, on peut regarder du côté international aussi, où il y a TerraCycle Loop. Donc Loop, je ne sais pas si vous connaissez. Loop, ça a été lancé à Paris en test il n'y a pas très longtemps. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à coordonner plusieurs grandes marques, par exemple des Unilever, des Procter et beaucoup d'autres, des grandes marques de la grande distribution. Ils les ont alignés sur des packaging. Et c'est Loop, en fait, ils livrent les produits dans ces packaging-là, qu'ils récupèrent après au moment de la prochaine livraison, et ils arrivent à refaire en fait du packaging circulaire en livraison. Voilà. Donc ça, c'est une des nouveautés, c'est une très belle boîte qui est en train de prendre clairement un gros envol. Et tu as d'autres boîtes qui sont justement, parce qu'on parle énormément d'économie circulaire, bon, ça c'est pas, mais c'est important de le noter quand même. Tu as d'autres boîtes en tête qui sont dans l'économie circulaire et qui sont intéressantes, qu'il faut regarder ou... Il y en a beaucoup en vrai. C'est un des secteurs qui aujourd'hui explose le plus. Oui, bien sûr. Donc à partir du moment où il y en a beaucoup, c'est aussi dur parfois de juste en avoir une qui vient. Bien sûr. Mais il y a il y en a certains que... Moi j'aime beaucoup par exemple UBQ Materials. Donc là, c'est une startup israélienne. Eux, leur truc, c'est de prendre n'importe quel type de déchets. Ça peut être organique, plastique, etc. Ils prennent tous les déchets, tout ce qu'on va généralement enfouir. Et au lieu de les incinérer ou de les enfouir, ils arrivent à en faire un composite plastique. Et généralement, voilà, à plastique industriel. Donc, ça permet de faire, par exemple, toute l'ébène à poubelle. Donc, c'est le contenu,
la poubelle, le déchet devient le contenant après transformation. Donc ça, c'est un exemple. Il y a des choses qui se font aussi avec cette même matière, mais pour faire par exemple de la pierre de construction. Donc voilà, donc on est vraiment aujourd'hui dans la transformation de déchets en vraie valeur. Et des boîtes comme ça, il y en a beaucoup. J'ai vu aussi qu'il y avait le fondateur de Mud Jeans, je crois, qui intervient. Oui, super. Ouais, super projet. Mud Jeans, eux sont beaucoup posés la question de est-ce qu'on ne pouvait pas louer les vêtements, en fait. Et ça, on va d'ailleurs en parler aussi. Il y a toute une vraie tendance à passer de l'achat à la location. Donc, dans la mode, c'était un vrai challenge. Et donc, il a fait des tests, il s'est orienté au fur et à mesure pour être aujourd'hui capable de faire de la consigne de jeans. Et il récupère les jeans il redonne une certaine somme d'argent. Donc, en fait, tu achètes un jean neuf, exactement. Et quand tu le redonnes, il te redonne une somme d'argent. Exactement. C'est ça, en fait, dans le principe. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, tous ces jeans sont faits en coton bio. Et le coton bio est une des matières les plus... on va dire, précieuse aujourd'hui parce que chère, mais aussi consommatrice d'eau, etc. 10 000 litres d'eau, pour mémoire, je crois. C'est ça. Les gens ne se rendent pas compte quand on achète un jean, c'est 10 000 litres d'eau. C'est énorme. Énorme. Et donc, lui, il s'est dit, comment est-ce que je peux récupérer cette matière-là et refaire des jeans avec ? Et donc, c'est ce qu'il fait. Maintenant, il reprend ses anciens jeans pour en faire d'autres. Donc, il est dans une boucle assez fermée. Et on parlait tout à l'heure de management. Moi, j'ai la sensation que associé, mais c'est une sensation, mais tu peux confirmer ou à l'inverse me dire que je me trompe. J'ai la sensation que associé à cette dimension responsable ou à impact ou peu importe comment on l'appelle, il y a aussi une autre manière d'envisager le business qui est beaucoup plus dans l'entraide. Mais peut-être que je me trompe. C'est-à-dire que j'ai la sensation que le capitalisme un peu hardcore, très financier, est très lié à un individualisme forcené. Et qu'en fait, avec cette nouvelle forme de business, on envisage aussi peut-être plus, alors plus ou moins, on est quand même dans une société individualiste malgré tout, mais un chouïa moins, c'est-à-dire on pense plus au groupe, à la réussite du groupe qu'à une réussite individuelle. Mais peut-être que je me trompe. Je sais pas si tu ressens ça là, c'est plus du ressenti que des exemples ou quoi, mais... En fait, c'est... Nous, on le fait beaucoup dans notre culture d'entreprise. On en a rencontré aussi d'autres du même secteur qui le font beaucoup. Voilà. Après, je peux pas en effet dire que c'est le paradigme a complètement changé. Non, je peux pas sûr. dire que le paradigme a complètement changé, même si en effet, nous, lorsqu'on rassemble ces personnes-là, on sent... moi, ce que je dis, par exemple, lorsqu'on fait l'événement, il y a un supplément d'âme. Un supplément d'âme qu'on essaye de créer, mais un supplément d'âme qui est aussi apporté par les personnes qui viennent. Et pourquoi il est là ? Parce que beaucoup de ces personnes viennent avec cet aspect de bienveillance, qui est très important dans tout. Le côté de regarder aussi la big picture. Et de prendre se dire, de la hauteur. Voilà, de prendre de la hauteur. Parfois j'ai des... non, il n'y a pas de problème. J'ai cherché dans ma tête. Prendre de la hauteur et dire parfois que, OK, on va avoir une approche intégrative. On va créer de la valeur tous ensemble. Et dans le lot, on va en récupérer tous un peu. Mais on ne va pas forcément batailler pour tous maximiser la part de ce qu'on va récupérer. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est réel dans le secteur. Mais voilà, je dirais pas que tout le monde a basculé, mais il y a une tendance, c'est vrai. D'accord. Et dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec Rose, donc ton associée, elle disait un truc c'est marrant parce qu'en fait moi je l'avais entre guillemets théorisé, si on peut appeler ça comme ça, pour le digital, où je disais en fait il y a évidemment le ROI, donc le retour sur investissement, et puis il y a du RONI, c'est-à-dire du risque de non investir. C'est-à-dire que bien sûr en fait à l'époque du digital, enfin pour moi c'est une période un peu dépassée, les patrons de boîte ou les directeurs marketing se disent oui mais là j'ai pas les budgets cette année, je le ferai l'année prochaine. Et je leur disais bien sûr parce qu'ils réfléchissaient qu'en termes de ROI. Et je disais mais le problème c'est que vous n'êtes pas dans un marché constant où rien ne bouge si vous faites rien. Vous êtes dans un marché qui bouge. Et en fait il y a un vrai risque de non-investissement. Donc il y a un RONI qui existe. Et j'ai l'association, et c'est ce que disait un peu Rose, même si c'était pas ce terme-là, que pour la partie impact, il y a aussi ce RONI qui existe, non ? Auprès des grandes entreprises. Des grandes entreprises, oui, bien sûr. Complètement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui le voient et d'autres qui ne le voient pas encore. Mais les attentes générationnelles sont en train de changer fortement. Et si on n'investit pas aujourd'hui dans cette mutation-là,
certaines vont se retrouver ou vont se réveiller un peu trop tard par rapport à ça. Et ça, surtout, et là, on parlait justement, on voulait parler de tout ce qui était recrutement au début. C'est surtout sur ce point-là où il va être trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a des signaux de certaines entreprises qui ont du mal à recruter concrètement parce qu'elles n'arrivent pas à avoir la dimension de sens dans leur mission, etc., qu'il faut. Donc, je pense qu'en effet, dès maintenant, les entreprises ont un intérêt à se poser les bonnes questions, à regarder ce qui se fait du côté, par exemple, des B Corp, de ce qui se fait par exemple des entreprises à mission, de comment est-ce qu'on inscrit l'entreprise dans une trajectoire. Oui. Voilà, mais en tout cas, de vraiment se lancer dans la trajectoire, de commencer à investir, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément de basculer dès aujourd'hui du tout au tout, mais il faut commencer à faire le chemin. Et un des éléments, il me semble, qui est significatif, en tout cas à votre niveau, sur le changement d'échelle, parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de savoir si on a besoin de faire le choix entre effectivement la fin du mois ou la fin du monde, c'est que votre événement, il a pris une taille qui est largement supérieure à celle de l'année dernière aussi, non ? Enfin, j'ai l'impression que du coup, il y a un vrai mouvement qui est en marche, en réalité. Même si ça va jamais assez vite, même si, évidemment, on peut toujours dire que tout va s'effondrer, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est en marche, et là, vous faites l'événement au Grand Palais, donc ça prend plus d'ampleur, non ? Oui, c'est vrai que l'événement qu'on fait aujourd'hui, on n'aurait jamais pu l'imaginer il y a 2 ans. L'écosystème n'existait pas encore comme ça. Le mouvement n'était pas assez fort. Juste pour refaire un peu l'histoire, voilà, on a lancé notre première édition, c'était en 2017, on était à Station F, on avait eu 2000 participants. L'année 2018, on avait eu 6000 participants. Et là, c'est vrai qu'on on vise de passer au-dessus des 20 000 participants cette année. Avec 1000 solutions qu'on rassemble. Et c'est vrai que, ce que je disais, il y a 2 ans, trouver 1000 solutions à impact, avec un vrai business model, une vraie ambition, ça a été beaucoup plus dur et je ne sais pas si on aurait réussi à le faire. Là, aujourd'hui, on l'a fait en faisant une vraie sélection. D'accord. Même avec une sélection. Exactement. Donc c'est intéressant de voir que ça grandit. Donc, quel conseil tu donnerais, toi, aux personnes qui ont envie, justement, d'être dans un job qui a du sens pour eux et en fait, d'être alignés, en réalité, entre leur job et leur manière d'envisager la vie, quoi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes enfin moi y compris, qui se disent, en fait, j'ai un niveau de vie, j'ai pas vraiment envie de tout lâcher, mais en même temps, j'ai envie de pouvoir raconter à mes enfants, bêtement, que j'ai participé à ce mouvement, ou en tout cas que j'étais pas pardon pour l'expression, mais le gros con qui continuait à être dans cet état d'esprit hyper capitaliste. Quel conseil tu donneras à ces personnes-là, en fait ? C'est un conseil. Je vais commencer par celui-ci. Parce qu'en fait, moi, je pense que beaucoup des freins et des blocages qu'on a pour changer de voie, c'est avant tout lié à une peur ou à des idées qu'on a. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était assez modeste. Et dès que j'étais, tout enfant déjà, moi, je visais le fait de devenir riche, d'avoir une grande carrière, de gagner beaucoup d'argent, etc. Le fait est que, au fur et à mesure, j'ai commencé vraiment ma carrière. Je suis allé en banque, ça se passait bien et tout, mais je ne trouvais pas le sens d'accomplissement. Et là, je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus important de s'accomplir que de juste gagner et de l'argent. Et là, mon conseil, c'est de se dire, en fait, il ne faut pas forcément avoir en tête qu'il faut tout arrêter d'un coup et que ça va être un jour, je faisais du risotto aux truffes et le lendemain, ça va être des pâtes. Voilà. La transition, on peut la faire beaucoup plus doucement. Et les choix ne sont jamais ou très rarement définitif. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut tester. Change.Now a commencé comme ça. Il fallait vraiment faire le choix de savoir si on y allait ou pas. Je me suis dit, on va se donner 3-4 mois et on va voir où est-ce qu'on atterrit. On a rencontré des personnes, au bout de 3-4 mois, on avait le soutien et les signaux qui nous disaient, OK, c'est quand même une bonne idée, il faut continuer. On a rempilé pour un bail de 3-4 mois qui nous a continué à conforter. Mais c'est vrai qu'on s'était pas dit d'emblée, on arrête tout et maintenant toute notre vie sera ça, sûr. Et donc, si c'est l'échec, c'est l'échec total. Voilà, on s'est donné les capacités de rebondir. Et ça, c'est ce qui est sûrement important pour tout le monde. C'est de se dire que la transition peut faire peur. En même temps, il faut la tester peu à peu. On va finalement sortir de sa zone de confiance
et en recréer une nouvelle. Et c'est là où la magie peut opérer. C'est parce qu'on va se découvrir confiant dans un autre écosystème, dans un autre espace. Et c'est là où je pense qu'on peut vraiment se réaliser après. Donc tu nous rappelles les dates, c'est le 30-31 janvier et 1er février au Grand Palais. Super. Je voudrais te demander, donc c'est une question que je pose de manière systématique, à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte? Moi, j'aimerais, j'aime le faire souvent, c'est ouvrir la porte. Je préfère beaucoup ouvrir la porte à la fermer. Ouvrir la porte à l'inconnu et donc au fait de sortir de sa zone de confiance, justement. Super. Merci beaucoup, Santiago. Merci à toi. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.